retrouvons donc en direct de Verdun pour la deuxième partie de cette édition spéciale consacrée au 80e anniversaire de l'armistice de la Grande Guerre. Je suis toujours devant l'ossuaire de Douaumont qui est, vous le savez, l'un des monuments symboliques de cette guerre. Et à Paris se trouve Patrick Lecoq qui, dans quelques minutes, va nous faire vivre les cérémonies d'inauguration de la statue de Winston Churchill. Patrick, vous êtes avec nous? Il est avec vous, je suis actuellement avenue Winston Churchill à Paris, donc dans le 8e arrondissement. Cette avenue Winston Churchill est dans le prolongement du pont Alexandre III et Winston Churchill aura le plaisir de pouvoir dialoguer dans les longues soirées parisiennes à 100 mètres avec la statue de Clémenceau et de l'autre côté avec la statue du libérateur de l'Amérique du Sud, Simon Bolivar. Voilà, pour l'instant, les personnalités arrivent. Je ne sais pas si vous souhaitez continuer chez vous à Douaumont avec les invités que vous avez ou si nous enchaînons directement ici. Mais moi, je peux attendre, je vous le dis tout de suite. Emmanuel? Oui, Patrick. Oui, je ne sais pas si vous voulez reprendre l'antenne, vous, pour oui. 2 minutes ou 3 minutes. Oui, Patrick, Nous avons des problèmes, j'ai oui, l'impression. Patrick, tout le monde connaît Winston Churchill, tout le monde sait qu'il fut l'un des principaux premiers ministres de la Grande-Bretagne. Il fut à l'orée de la guerre, de la Première Guerre, il fut le ministre de la Marine. À la fin de la guerre, il fut le ministre des Munitions. On le connaît aussi bien sûr, on connaît son action pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est lors de cette Deuxième Guerre mondiale qu'il s'est taillé ce surnom de vieux lion de la guerre. Je vous propose de voir tout de suite son portrait avec François Cornet. Ce jour-là, à Londres, l'Angleterre honore la mémoire du vieux lion, le père de la victoire des Alliés contre l'Allemagne nazie. Winston Churchill est entré depuis longtemps dans la légende. En 40, c'est par la grande porte, celle du verbe et de l'épopée, qu'il entre dans la guerre. Churchill va réussir à galvaniser ses troupes et derrière elles tout un peuple. Mieux que tout autre, il symbolisera la détermination absolue dans la guerre totale. La bataille d'Angleterre en sera l'une des plus belles illustrations. Avec la démission de Neville Chamberlain, Churchill devient Premier ministre et ministre de la guerre le 10 mai 40 à l'âge de 66 ans. Face aux menaces d'Hitler qui a envahi l'Europe, il va parler clair devant le Parlement britannique et par-delà à la nation. Le Blitz a déjà enflammé l'Angleterre. Je n'ai à vous offrir que du sang, des peines, des larmes et de la sueur. Ma seule politique est de faire la guerre sur mer, sur terre et dans les airs, de la faire de toutes nos forces, avec toute l'énergie que Dieu nous prêtera contre une monstrueuse tyrannie. Si vous me demandez quel est mon but, je vous répondrai d'un seul mot, la victoire, aussi longue et difficile que soit la route qui y conduit. Le vieux lion avait vu juste. Il se montre partout, sur les champs de bataille comme sur le terrain diplomatique. Il fait battre plus fort le pouls du pays en offrant aux Anglais l'espoir du salut. L'impact psychologique de son action est considérable. Des bâtiments de la Royal Navy au sable d'El Alamein, Churchill porte l'Angleterre à bout de bras, mais il l'amènera à la victoire comme il le lui a promis. À Londres, c'est de ce PC enterré sous terre que Churchill mène sa guerre. Dans cet antre chargé d'histoire, on entend encore rugir le vieux lion. Français, c'est moi, Churchill, qui vous parle. Pendant plus de 30 ans, dans la paix comme dans la guerre, j'ai marché avec vous et je marche encore avec vous aujourd'hui sur la vieille route. La vieille route sera longue jusqu'à ce matin de juin 44 sur les plages de Normandie. Quelques jours après le débarquement des premières vagues d'assaut alliées, Churchill, lui aussi, va poser le pied sur le sol français. Quelques mois plus tard, il est acclamé sur les Champs-Élysées aux côtés de Gaulle dans Paris libéré. À Yalta, il est l'un des 3 acteurs du partage du monde. La victoire a sonné pour le vieux lion. Il est aux côtés de la reine devant les Londoniens en liesse
Mais très vite, le peuple britannique va lui préférer un travailliste à la tête des affaires du pays. Et l'on découvrira du côté de Roquebrune, dans le midi de la France, une autre image de Churchill, à qui de Gaulle, en novembre 58, remettra la croix de compagnon de la libération. Vive la France! Et vive aussi de tous les vents des braves gens de tous les pays qui cherchent leur patrimoine perdu et marchent vers les temps meilleurs. Dans quelques instants, nous allons donc suivre les cérémonies officielles de l'inauguration de la statue de Winston Churchill. Je vous invite à rester avec nous. À 14h30, nous reviendrons à Verdun pour évoquer notamment le Centre mondial de la paix et l'avenir de Verdun. Mais je crois qu'à l'instant même, la reine arrive auprès de la statue de Winston Churchill, Patrick. Vous avez tout à fait raison, Emmanuel. Le convoi présidentiel, le président de la République, accompagné de la souveraine britannique, vient d'arriver effectivement sur cette avenue Winston Churchill. Et les deux chefs d'État vont s'installer dans des sièges et nous allons entendre l'accueil de M. Tiberi. Madame, Monsieur le Président de la République, à travers votre présence, les peuples d'Angleterre et de France rendent aujourd'hui à Paris un solennel hommage à un géant de l'histoire. Comme le général de Gaulle à Londres, Winston Churchill a maintenant sa statue dans notre capitale, sur cette belle avenue qui porte son nom. Le père de la victoire de 1945 fera désormais face au père de la victoire de 1918, Georges Clemenceau, qu'il admirait tant. Aux heures terribles où se jouait le destin de la Grande-Bretagne et de ses alliés, Winston Churchill, aux côtés de votre père, le roi George VI, a personnifié, Madame, l'âme de votre pays. En ces heures, il avait pleinement conscience que se jouait le sort d'une certaine forme de l'humanité. Dans ce combat, l'Angleterre et la France ont toujours su, au cours de ce siècle qui s'achève, se retrouver. Nous ne perdrons jamais le sentiment de fraternité que nous éprouvons pour le peuple français, déclarait ainsi Winston Churchill aux Communes le 18 juin 1940, le jour même de l'appel lancé de Londres par le général de Gaulle. En cet anniversaire dédié à tous nos combattants des guerres de ce siècle, Paris est fier et ému, Madame, Monsieur le Président de la République, de célébrer autour de vous l'amitié qui, aujourd'hui comme hier, unit l'Angleterre et la France pour la paix, pour la démocratie, pour l'homme, au service de ce que Winston Churchill appelait d'un mot la civilisation. Infiniment honoré de la venue de votre Majesté, Madame, les Parisiens vous disent par ma voix: nous ne perdrons jamais le sentiment de fraternité que nous éprouvons pour le peuple anglais. Voilà, c'était donc Monsieur Jean Tiberi, le maire de Paris, qui accueillait la reine d'Angleterre, la reine Elisabeth II, et le président de la République sur cette avenue Winston Churchill. Le deuxième intervenant sera Monsieur Pierre Messmer, compagnon de la Libération, vous le voyez, qui est le président du comité d'érection de cette statue. Mesdames, Messieurs, à Londres, le 23 juin 1993, lors de l'inauguration par Sa Majesté la Reine-Mère de la statue du général de Gaulle, dont Lady Soames avait pris l'initiative, la délégation française, où se trouvait M. Jacques Chirac, alors maire de Paris, le général Jean-Simon, chancelier de la Libération, dont M. Winston Churchill était compagnon, et l'amiral Philippe de Gaulle décida d'ériger dans notre capitale une statue de Winston Churchill. Peu après,
M. Jacques Chirac me demanda de constituer un comité largement ouvert et dont il accepta la présidence d'honneur. La première tâche de ce comité, dont les réunions se tenaient à l'Hôtel de Ville de Paris, fut de choisir le lieu d'implantation du monument. Choix difficile pour des raisons historiques, esthétiques et techniques. L'espace prestigieux au sud du Petit Palais, symétrique par rapport à la statue de Georges Clemenceau, fut retenu. Il s'agissait ensuite de désigner un sculpteur. Le comité procéda par la voie classique du concours qui permet de comparer, à l'échelle réduite des maquettes, les projets de plusieurs artistes. C'est Maître Cardot, membre de l'Académie des Beaux-Arts, qui fut retenu en raison de l'impression de mouvement qu'il a su donner au Premier ministre britannique revêtu de l'uniforme de Commodore de la Royal Air Force qu'il portait quand il revint à Paris, où le général de Gaulle l'avait invité aux cérémonies du 11 novembre 1944, célébrées pour la première fois depuis la Libération. La fonte en bronze de ce monument, haut de 3,30 m, a été réalisée par la Fondation de Coubertin, connue pour la qualité de son travail. Sur le socle, nous avons voulu inscrire 4 mots: We shall never surrender. Nous ne nous rendrons jamais. Prononcés en des jours tragiques par Winston Churchill, ils expriment parfaitement l'esprit qui inspirait alors le peuple anglais et les hommes venus de France et d'autres pays d'Europe pour continuer avec lui le combat. Le financement a été assuré entièrement grâce à une souscription publique organisée par l'association fondée par M. Rive, et nous remercions les milliers de donateurs dont le geste témoigne de l'admiration qu'ils portent à l'homme et qui ont voulu exprimer ainsi leur reconnaissance pour son soutien à la France libre pendant la Seconde Guerre mondiale. Et maintenant, je demande respectueusement à Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni et à Monsieur le Président de la République française de dévoiler la statue de Winston Churchill. Voilà, c'était donc le discours de M. Pierre Messmer, qui présidait le comité d'organisation et de création de cette statue. La reine Elisabeth et le président Chirac quittent la petite tribune où ils s'étaient installés. La statue est encadrée par 4 élèves officiers, 2 élèves officiers anglais de Sandhurst et 2 élèves officiers français de Saint-Cyr Coët-Quidam, de l'école spéciale militaire. Et c'est le président de la République et la reine d'Angleterre qui vont dévoiler la statue. Voilà Winston Churchill sur son avenue Winston Churchill à Paris. Le God Save the Queen.
Marseillaise, donc après le God Save the Queen, et vous l'avez remarqué, une très très belle statue signée Jean Cardot. Très belle statue de plus de 3 mètres de haut et qui sera maintenant à demeure sous les platanes de cette avenue Winston Churchill. C'est maintenant le président de la République française qui va prononcer une allocution et s'adresser à la reine d'Angleterre. Madame, un demi-siècle s'est écoulé, mais les Français portent gravés dans leur cœur et dans leur mémoire les mots que le chef de la France libre avait écrits le 8 mai 1945 à Sir Winston Churchill. Il lui disait « Ce qui a été fait ne l'aurait pas été sans vous ». C'est pourquoi la France est heureuse et fière de rendre un hommage solennel à celui qui a personnifié l'âme de l'Angleterre dans les heures terribles où se jouait le destin de la Grande-Bretagne et celui de ses alliés. C'est un grand honneur et une grande joie pour moi de présider cette cérémonie en présence de Votre Majesté. Churchill, c'est tout d'abord la figure exceptionnelle d'un combattant irréductible qui sut incarner avec panache la volonté de résistance d'un pays et d'un peuple tout entier. En cet après-midi du 4 juin 1940, qu'a évoqué Pierre Messmer, Sir Winston Churchill a pris ses fonctions de Premier ministre depuis moins d'un mois, lorsque devant la Chambre des communes, il a fait d'un ton grave et ferme le récit des événements qui, depuis la percée de Sedan, ont conduit à la dislocation du front allié, à l'abandon de la Belgique, à la retraite vers la mer et vers Dunkerque, puis à l'évacuation de 338 000 soldats britanniques et français. Dans un silence extraordinaire, il conclut alors d'une voix forte: « On ne nous verra ni faiblir, ni faillir. Nous irons jusqu'au bout. Nous nous battrons sur les mers et sur les océans. Nous nous battrons dans les airs. Nous défendrons notre île, quoi qu'il en coûte. Nous ne nous rendrons jamais. We shall never surrender. » En ce jour de menaces, de ruines et de sang, une légende est née. Elle va grandir dans l'exercice audacieux du pouvoir. Un pouvoir qui s'appuie sur les traditions du royaume, les vertus d'un peuple, la clairvoyance et l'éloquence exceptionnelle d'un homme. Churchill a déjà montré sa lucidité pendant ces années d'avant-guerre, où Hitler, profitant de l'irrésolution des gouvernements, se préparait peu à peu au conflit. Avec courage, avec obstination, Churchill n'a cessé de dénoncer le danger. Mais on ne l'écoute pas. Comme on n'écoute pas non plus cet officier français, à l'époque moins illustre, mais tout aussi lucide, qui indique le moyen de faire face à la menace. Lorsqu'il voit se réaliser les pires de ses prédictions, le patriote, l'ami fidèle de la France, qui admire le pays de la chevalerie, de Versailles, de Jeanne d'Arc et de Clémenceau, ne formulera pas un seul reproche. Mais si la France souhaite continuer la guerre, il offre l'union immédiate des deux pays, traduisant ainsi d'une manière éclatante et solennelle une solidarité franco-britannique sans limite. En ce qui concerne l'avenir de son pays, son choix est fait. Le jour même où il donne au général de Gaulle la possibilité de lancer son appel sur les ondes de la BBC, Churchill montre une fois encore devant les communes son inflexible résolution
Il dit « Hitler sait qu'il doit nous briser dans cette île ou perdre la guerre. Faisons notre devoir. » Et Churchill va obtenir de toute une nation qu'elle fasse preuve d'une discipline, d'un courage, d'un héroïsme exemplaire. C'est sans doute là qu'il se montrera, selon l'expression du général de Gaulle, le grand champion d'une grande entreprise et de plein pied avec la tâche la plus rude, pourvu qu'elle fût aussi grandiose. Le gouvernement, les partis politiques, les syndicats, les paysans, les ouvriers, les soldats, c'est tout un peuple qui, à l'exemple du roi et de la famille royale, galvanisé par l'énergie farouche de son généralissime, engage d'un même mouvement un combat gigantesque pour le salut de la nation et la libération des peuples alliés. Au-delà de cette figure exceptionnelle qui a incarné sous l'autorité du roi George VI, votre père, madame, la résistance inébranlable et la volonté de lutte du peuple britannique, ce sont bien les vertus d'une nation et la puissance du patriotisme que nous devons saluer. Mais cet hommage est aussi pour nous, Français, une manière d'exprimer notre gratitude à l'égard d'un homme dont le combat s'est identifié à la cause de la liberté et de la dignité humaine, ainsi que le sentiment de profonde solidarité qui unit hier comme aujourd'hui la France et la Grande-Bretagne. Nous ne saurions oublier que Churchill a été le premier à penser, avec le général de Gaulle, que ce qui était alors en jeu, c'était tout autant la liberté du monde que le sort de la France. Churchill a été également le premier à encourager la création des forces françaises libres, à accueillir, aider, reconnaître leurs chefs. Quelles que fussent par moments les difficultés ou les divergences qui surgirent, il soutint avec constance le général de Gaulle, en qui il avait vu, en mai 1940, l'homme du destin. Churchill, comme de Gaulle, voulait une France rétablie dans sa grandeur et dans son intégrité. Une France qui retrouva son rang parmi les grandes puissances. Et il ne cessera de se battre pour cela. Cette solidarité indéfectible entre la Grande-Bretagne et la France, entre la Grande-Bretagne et le continent, n'est pas pour Churchill un fait exceptionnel, limité au temps des grands périls. Elle est inéluctable. Pour lui, qui pressent les grands bouleversements, prévoit l'évolution des forces et l'affrontement des deux super grands, il sera le premier à parler du rideau de fer. La place de la Grande-Bretagne se trouve à l'intersection de trois cercles. Le Commonwealth britannique, l'Alliance anglo-américaine et l'Europe. C'est pourquoi il se fera l'avocat ardent et obstiné de la plus étroite coopération entre la Grande-Bretagne et les pays d'Europe et tout d'abord la France. Cette grande leçon européenne, nous ne l'oublierons pas. Nous n'oublions pas non plus l'autre leçon qu'il a donnée au monde. Churchill a magnifiquement montré qu'un peuple uni autour d'une grande cause est capable de faire face et de résister aux dangers et aux épreuves les plus redoutables pour peu qu'on lui montre le chemin. Lorsque Sir Winston Churchill, le 11 novembre 1944, après avoir descendu sous une tempête de vivas les Champs-Élysées aux côtés du général de Gaulle, déposa une gerbe de fleurs au pied de la statue de Clémenceau, la musique entonna « Le Père la victoire ».
Et le général, se tournant vers lui, lui dit simplement « For you ». Aujourd'hui, plus de 50 ans après ce moment d'histoire, le peuple français, par ma voix, souhaite redire « For you » à la mémoire de Sir Winston Churchill. Oui, c'est tout notre peuple qui se réjouit d'offrir à cette figure exemplaire la place d'honneur qui lui revient à Paris. Ainsi, à quelques pas de celle de Clémenceau qu'il admirait, la statue de Churchill, que nous devons au talent de Jean Cardot, rappellera aux jeunes générations, comme celle du général de Gaulle à Londres, inaugurée il y a 5 ans par Sa Majesté la Reine-Mère Élisabeth, ce que ces deux hommes ont accompli ensemble pour modifier le cours de l'histoire. La présence de Votre Majesté donne tout son éclat à cette cérémonie. Soyez certaine, Madame, que tous les Français en sont touchés et, en leur nom, je vous en remercie profondément. Voilà, c'était donc le discours prononcé par M. Jacques Chirac, président de la République, à l'occasion du dévoilement de la statue de Winston Churchill, avenue Winston Churchill à Paris. Maintenant, c'est la reine Élisabeth d'Angleterre qui va s'adresser à la foule qui est massée devant elle. Monsieur le Président, Messieurs les Premiers ministres, Monsieur le maire, Excellences, Mesdames et Messieurs, il y a exactement 80 ans aujourd'hui, les armes se taisaient en Europe après 4 années terribles de feu et de sang. 8 millions d'hommes étaient morts. En une seule journée de l'été 1916, dans la Somme, 56 000 jeunes Britanniques avaient été tués ou blessés. En une seule bataille à Verdun, 250 000 soldats français et allemands avaient versé le prix de la gloire, the price of glory. Dimanche dernier, le Royaume-Uni tout entier a célébré l'anniversaire de l'armistice. J'ai déposé solennellement une couronne au monument du cénotaphe, comme je l'ai fait pratiquement tous les ans depuis que je suis reine, en souvenir de tous ceux qui sont tombés au champ d'honneur. Ce matin, j'ai eu le privilège de participer avec le président Chirac à l'Arc de Triomphe, à la cérémonie en hommage aux soldats inconnus, puis d'honorer la mémoire de Clémenceau au pied de sa statue. This afternoon, I will join President Macalise of Ireland je vais rejoindre la présidente de la République d'Irlande pour un geste hautement symbolique de reconnaissance envers tous nos compatriotes qui ont donné leur vie dans cette guerre. Ensuite, à la tombée de la nuit, je serai présente à Ypres, à la porte de Ménin, où tous les soirs, sans exception, le clairon sonne en l'honneur des soldats alliés. Comme l'écrit le poète, ils ne subiront ni les atteintes de l'âge, ni l'outrage des ans. Au coucher du soleil et au matin, nous nous souviendrons d'eux. Je sais que Winston Churchill, le Premier ministre qui m'a guidé avec tant de sagesse et d'humour durant les premières années de mon règne, m'aurait conseillé de rendre cet hommage spécial pour le 80e anniversaire de l'armistice. Avec sa voix forte, ses expressions évocatrices et son œil malicieux, il aurait approuvé cet hommage à un chapitre de cette histoire
qui lui tenait tant à cœur. Il aurait aussi voulu me rappeler que c'était aussi un 11 novembre, il y a 54 ans, que le général de Gaulle et lui ont descendu les Champs-Élysées ensemble à la fin du deuxième grand conflit qui a déchiré jusqu'au cœur de l'Europe. Ce jour est donc particulièrement bien choisi pour honorer sa mémoire. Charles de Gaulle et Winston Churchill savaient tous les deux ce qu'ont été les horreurs de cette guerre, à la fois comme soldats et comme hommes politiques. Chacun à sa manière, et alors que tous se liguaient contre eux, ils se sont battus pour préserver la liberté de notre continent. L'un et l'autre ont fait preuve d'une audace et d'une volonté exceptionnelles. Ils ont été d'authentiques meneurs d'hommes. Notre dette envers eux est immense. C'est donc un grand honneur que d'avoir été invité à Paris aujourd'hui pour inaugurer cette statue de Winston Churchill. Elle vient faire pendant à celle du général de Gaulle qui a été érigée à Londres et inaugurée par ma mère. À tous ceux dont le cœur et la générosité ont tant fait pour que cet hommage à mon grand compatriote, qui toute sa vie aimait la France, soit rendu ici, je tiens à dire ma gratitude. Les relations entre Churchill et de Gaulle n'ont pas toujours été faciles. Mais toujours, ils ont su que la Grande-Bretagne et la France avaient beaucoup en commun. Qu'elles étaient certes séparées par un mince bras de mer, mais qu'elles étaient à jamais unies par leur histoire, leurs valeurs et leur vision d'une Europe à l'abri de tout nouveau conflit. Nous non plus, n'oublions jamais notre passé, et surtout pas en ce jour ceux qui ont donné leur vie en se battant côte à côte. Efforçons-nous de faire avancer la vision qui était celle de nos grands hommes. Alors que ce siècle tourmenté touche à sa fin, faisons preuve de la même volonté que Churchill et de Gaulle avant nous et bâtissons ensemble et avec d'autres une Europe où les hommes et les femmes de demain vivront dans la liberté et dans la paix. Voilà, c'était donc le discours prononcé par Sa Majesté Elisabeth II à l'occasion de cette inauguration de la statue de Winston Churchill. Un discours, vous l'avez constaté, prononcé à 80% en français avec juste deux petits chapitres en anglais destinés à ses concitoyens et aux Britanniques qui sont ici. Le président de la République et la reine d'Angleterre vont maintenant se diriger vers la tribune officielle afin de recevoir le salut des différentes personnalités qui sont ici. J'espère que nous aurons l'occasion, je vais avoir l'occasion de vous, non pas d'écrire, mais de vous montrer les personnalités qui ont accompagné la reine et notamment les membres de la famille de Sir Winston Churchill qui sont venus à Paris pour l'inauguration de cette statue. Dans la tribune officielle, c'est M. Lionel Jospin qui préside bien sûr. Et voilà Jean Cardot, donc, qui est le sculpteur qui a fait cette statue, qui a réalisé la statue de Churchill. Et la musique de la garde républicaine, dirigée par le lieutenant Gable, en profite pour jouer d'ailleurs le Père la Victoire. Cette musique qui avait été jouée pour Winston Churchill, le président Chirac le rappelait tout à l'heure, à l'occasion de la visite en France le 11 novembre 1944 pour la première célébration, et c'était encore pendant la guerre, de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Dans la tribune officielle, nous allons retrouver, je pense, également un certain nombre de personnes appartenant à la famille, bon, les anciens premiers ministres, M. Balladur, M. Monroy, M. Couve de Murville. Nous reconnaissons également, bien sûr, M. Jospin qui s'écarte un tout petit peu, M. Védrine. Et
Et je pense que nous allons voir un certain nombre de membres de la famille, encore extrêmement nombreux. Côté de M. Védrine, le président du Sénat, M. Poncelet. Et voilà, masqué par un huissier, mais je pense que celui-ci va se dégager. Voilà, Lady Soames, la fille de Sir Winston Churchill. Et à la gauche de Lady Soames, cet homme fort grand, c'est le duc de Marlborough, le chef de la famille Churchill. Madame Chirac, Madame Pompidou, et Monsieur Winston Churchill et Madame Winston Churchill, le petit-fils et son épouse, le petit-fils de Sir Winston, qui a la particularité, lui, d'être le fils de Pamela Harriman, qui était ambassadrice des États-Unis, ambassadeur des États-Unis à Paris, qui est hélas décédé il y a l'année dernière, et qui... Monsieur Winston Churchill est donc le fils de Pamela Harriman et de Randolph Churchill, le fils aîné de Sir Winston. Voilà pour cette tribune officielle. Cette cérémonie va bien sûr s'achever maintenant. La reine d'Angleterre, elle le disait dans son discours, va quitter Paris dans une demi-heure. Elle quittera la France un peu plus de temps puisque son avion va survoler une bonne partie du territoire du nord de la France. La reine se rend en Belgique où l'attend le roi Albert II, roi des Belges, pour une cérémonie à Ypres. Ypres, l'une des batailles les plus terribles de la guerre 1914-1918. Voilà, ici, devant la statue de Sir Winston Churchill, nous allons abandonner, quitter la reine Elisabeth II d'Angleterre et le président de la République pour retrouver Emmanuel Vanier à Douaumont, à l'ossuaire de Douaumont, où nous reparlerons